Parfait. Chers collègues, mesdames, messieurs les représentants de la presse, merci de vous être déplacés ici dans la salle du Parlement vaudois pour ce point de presse du 8 avril. Vous avez devant vous 3 conseillers d'État et conseillers d'État qui vont vous exposer les thèmes qui concernent leur département. Nous accompagnent également différents hauts commis de l'État, Madame Mader, pour le service de la culture, qui était aussi à votre disposition après le point de presse, si vous avez des questions techniques à son attention. Monsieur Pont, qui est le directeur général de l'immobilier et du patrimoine. Madame Kellenberger, qui est derrière moi, la directrice générale de la fiscalité. Monsieur Deria, qui est le chef de la taxe cantonale. Ils sont à votre disposition pour des questions, si vous en avez au niveau technique et au niveau de leur activité quotidienne, puisque depuis le 14 mars, ils sont sur le pont, comme l'ensemble de nos chefs de service. Comme à l'accoutumée, sont présents les représentants de l'IMCC emmenés par M. Froidevaux et le médecin cantonal M. Bakker, qu'on remercie d'être présents. Sans plus attendre, on va rentrer dans ce point de presse qui va se décliner sur des thèmes qui ont tous un côté financier et organisationnel de l'État. Donc, pour ma part, je vais vous parler des paiements de l'État. C'est une demande qui émane des milieux économiques pour savoir comment on se comporte et comment ça se passe au niveau des paiements de l'État. Vous verrez tout à l'heure quelques informations en la matière. Les chantiers cantonaux de la compétence de mon département et puis la fiscalité qui est un point qui est crucial puisque sans fiscalité, pas de prestations et pas d'aide publique au sens large, y compris pour les milieux économiques qui sont aussi intéressés par avoir du soutien dans cette période de trouble. Rentrons dans la notion de paiement de l'État. Alors c'est clair que les flux financiers de l'État, c'est plusieurs milliards, ça se chiffre en dizaines de milliards de flux qui rentrent, qui sortent. Le budget total de l'État, c'est plus de 10 milliards, donc forcément qu'il y a déjà un aller-retour. Vous êtes sur 20, 25 milliards de flux qui sont en permanence en mouvement au sein de l'État. À quoi ils sont attribués? Là, vous avez une photographie de ce que nous avons décaissé, c'est presque 1 milliard sur des périodes qui sont très courtes, ici au mois de mars. Ce que je veux mettre ici en avant, c'est l'accélération du paiement des factures, puisque dans le domaine de la santé et du social, c'est les EMS, ça peut être des hôpitaux, ça peut être des cliniques, donc des augmentations de flux. On voit qu'entre 2019 et aujourd'hui, c'est 33 millions en plus qui ont été débloqués. Ça permet quoi? Ça permet de garantir un peu le même concept fédéral, c'est de la liquidité pour que les gens puissent payer, cette personne paye quelqu'un d'autre. Ça sécurise, avoir de la liquidité en abondance, ça sécurise surtout dans une période où tout se crispe. Au niveau des communes, similaire, donc on a 30 millions de plus qui ont été versés aux communes sous cette période survue. C'est un exemple. Mais les communes ont besoin de pouvoir payer leurs fournisseurs, de pouvoir payer leurs collaborateurs, de pouvoir payer ce qu'elles ont commandé. Donc c'est clair que si tout d'un coup on a un blocage dans cette trésorerie, ben c'est une situation qui est catastrophique. Les fournitures courantes, là aussi on voit que même que tout est confiné, tout est bloqué, on consomme plus qu'à l'accoutumée. Alors c'est vrai qu'un département comme celui de ma collègue Madame Amarel nous a mis à contribution puisqu'il a fallu tout d'un coup réorienter les commandes d'État en la matière et on voit ici qu'on a à peu près 2,1 millions de plus de dépenses pour un total d'environ 5,3 millions. Et puis au niveau de l'université, là aussi, puisque c'est eux-mêmes qui gèrent leurs fournisseurs et leurs prestataires, 4,3 millions, 0,9, 1 million de plus durant la période sous revue. On a fait le tour de l'ensemble des services de l'État. Le département a demandé à tous les services de l'État pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne. À titre illustratif, on voit ici chez notre collègue M. Lebas, quand il faut payer les montants qui sont liés avec le chômage technique, ben, il faut le sortir. Et là, rien que pour environ 1 million d'entreprises entre le 6 avril et 1er avril et 6 avril, ça fait 11 millions qui ont été décaissés. C'était uniquement le tout début du sommet de l'Everest qu'on va gravir en matière de flux. Donc là, c'est organisé. Et aujourd'hui, on voit que du côté de l'administration, eh bien, elle est capable de payer ses factures. Ensuite, c'est ce que nous avons pris comme mesure le Conseil d'État, c'est que si la facture nous parvient, elle doit être conforme. Donc si elle est conforme, elle sera payée le plus rapidement possible. Le but étant de pouvoir garantir cette fluidité, cette trésorerie au niveau des entreprises. Nous avons aussi demandé à tous nos mandataires, il y en a beaucoup chez M. Pont,
qui travaillent dans ces différents secteurs-là sont incités à bien vérifier les factures, ce qu'on appelle le bien trouvé, pour que ça puisse ensuite être débloqué à réception. Ça, c'est un point qui est crucial. Donc, il faut que la facture en amont soit bien faite. Et la relation qu'on a avec les différents mandataires qui travaillent pour l'État, il y en a plus d'une centaine dans différents corps de métier. Eh bien, là aussi, on leur dit contrôlez bien ces factures, faites-les. Comme ça, de l'autre côté, on accélérera. Depuis le début de la crise, on était passé à un rythme d'environ 10 jours pour le paiement de la facture contrôlée. On va descendre à 7 jours, donc c'est quasi la semaine. Hein. Et puis, même mieux encore, si la facture, elle arrive et qu'elle peut être contrôlée, elle sera payée dans la journée. C'est les conformes à la commande qui a été effectuée. Ensuite, et là, c'était aussi un mythe, un peu comme les crocodiles dans les égouts de New York, à ma connaissance, après avoir remonté l'entier des flux financiers de l'État, les délais contractuels des fournisseurs sont honorés. Alors, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir tout d'un coup une facture qui est mal préparée ou une incompréhension entre une unité de l'État et puis un fournisseur. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble de la quarantaine de services que l'État a, c'est payé dans les délais contractuels, 60 jours, 30 jours. Puis comme je vous l'ai présenté ici, on est plutôt maintenant sur du 10 jours, voire du 7 jours, voire simultanéité quand la facture rentre, si elle est contrôlée, elle est ensuite liquidée. Ça, c'était pour le premier thème du département des finances et des relations extérieures. Deuxième thème, la situation des chantiers conduits par la DGIP, le service de M. Pont. Tout d'abord, on a un modèle pendant cette période un peu particulière avec le Parlement, c'est que le Parlement peut nous adresser des questions et il était convenu qu'on répondrait au point de presse, parce que ce point de presse est très suivi par la télévision et ça permet d'avoir une relation complémentaire avec les parlementaires. Question qui était posée de savoir si certains travaux légers comme les campagnes de sondage à l'appel ou de forage par les entreprises qui respectent les normes de sécurité édictées par le Conseil fédéral peut-il se faire pour préparer la reprise et éviter un retard encore plus conséquent? C'est oui. Donc si ça respecte les normes édictées par l'Office fédéral de la santé publique, c'est oui. Il y a des contrôles, des renforcements des contrôles sur ces différents chantiers. Donc, tout à fait. L'objectif, c'est que quand ça redémarrera d'une façon complète, et on n'est pas encore là, eh bien, qu'on puisse continuer à aussi avoir déchargé de ces petits travaux et autres les grands chantiers de l'État. Maintenant, sur les chantiers de l'État, là aussi, c'est clair que si vous les bloquez, c'est pour ça qu'avec M. Pont, on a souhaité les garder ouverts. Si l'entrepreneur voulait les garder ouverts, donc nous avons nullement bloqué aucun chantier en main de la DGIP qui a été bloqué. On a plus de 100 chantiers. Aujourd'hui, 80% d'entre eux sont actuellement en activité, donc ils progressent, grosses œuvres ou autres. Ils respectent tous les normes qui ont été dictées en matière de santé. Et puis, l'objectif, on fera un point de situation sur la centaine de chantiers que nous avons ouverts aujourd'hui, courant de l'automne, pour voir globalement comment ça se passe. Nous avons des grandes attentes du côté du département de notre collègue Mme Amarel dans le domaine de la formation post-obligatoire, principalement les gymnases. Là aussi, le Parlement, la semaine dernière, vendredi, une commission a siégé en visioconférence pour préparer le travail du Parlement du 12 mai prochain pour qu'on puisse, par exemple, traiter de la future construction à Échalon. Échalon, Payerne, Burier, Aigle, c'est des objets qui sont attendus. Si je prends Payerne, c'est 2021 l'ouverture. Ce chantier n'a pas souffert de repli ou autre. Notre objectif, c'est de pouvoir délivrer l'objet en 2021 comme prévu à la rentrée 2021. Troisième thème, la fiscalité. La planche qui est projetée ici, elle synthétise les 14 planches que je vais ensuite lister assez rapidement. Tout d'abord, depuis le début de la crise, Mme Kellenberger et ses collègues ont tout mis en œuvre pour que les offices d'impôts, une vingtaine de sites dans le terrain, avec la direction centrale à la route de Berne, soient ouverts. Un point qui est important pour qu'on puisse apporter une réponse circonstanciée à différentes questions qui viennent du terrain. Je vais parcourir rapidement la question de l'utilité de la fiscalité. Vous verrez tout à l'heure que l'État est complexe. La déclaration d'impôt en 2020, aujourd'hui, elle sert à une multitude de points d'accroche avec l'État.
Ensuite, des modifications dans les délais administratifs, donc une certaine souplesse. D'ailleurs, l'arrêté du Conseil d'État que nous avons sorti à peu près 10 jours faisait état de blocage dans certains services en lien avec l'application des règles fédérales, hormis le registre foncier et hormis la Direction générale de la fiscalité et de ses offices. Ensuite, la question qui touche aux acomptes. Si vous avez une baisse d'activité, il était important qu'on puisse ensuite corriger à la baisse d'une façon fluide les acomptes pour les personnes physiques et les personnes morales. Recours au plan de paiement facilité. C'est clair que si quelqu'un tout d'un coup rencontre une grosse difficulté, il faut qu'il y ait un interlocuteur pour en discuter, parce que les automatismes derrière en lien avec les poursuites, avec autres, même si c'est bloqué pendant quelques jours, après ça repart et ça peut créer des grosses tensions, voire des frustrations. La question des intérêts moratoires, que je vais parcourir, ont été décidés par le Conseil d'État aujourd'hui, ils seront mis à zéro. Et puis la pratique fiscale pragmatique pour les entreprises, j'y reviendrai au travers de la planche suivante. Tout d'abord, du côté des visages, ça ne veut pas dire les effectifs en tant que tels au niveau des impôts, c'est à peu près 900 personnes qui travaillent aux impôts, 14 sites ACI, 5 sites registre foncier. Depuis le premier jour de la fermeture décrétée par le Conseil d'État, depuis le premier jour, on a travaillé pour remonter en puissance. À l'heure où je vous parle, il y a plus de 700 personnes qui travaillent, soit en télétravail ou soit sur site. Il y en a 315 qui sont présents sur site, 388 en télétravail. On me dirait, c'est pas si urgent les impôts. Eh bien, c'est tout le problème qu'on a, c'est que si on ne peut pas répondre aux gens, c'est un blocage, mais qui est total. Total, d'ailleurs, les milieux économiques appelaient à l'ouverture. Je crois qu'ils n'avaient pas bien compris tout mon message, mais je les ai répétés encore ce matin, matinalement, pour leur dire que nous étions ouverts depuis le 14 mars dernier. Au niveau du travail qui est mené avec les contribuables, c'est quoi le travail que nous avons? D'abord, centrale téléphonique. La centrale téléphonique est ouverte depuis le 18 mars dernier. On a pu décentraliser, intégrer le plan ORCA. On a eu passablement de questions de gens qui étaient affolés, qui ne savaient pas ce qu'il fallait faire, qui ne comprenaient pas ce qui leur tombait sur la tête. Les téléphonistes ont pu aussi apporter du réconfort, expliquer, pacifier. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 1000 téléphones par jour qui sont traités ou des courriels. Donc ça aussi, c'est une porte d'entrée importante. Quand les gens commencent à paniquer, se poser des questions, la première minute, eh bien, elle est très émotionnelle. Puis après, il faut commencer à un peu ordonnancer l'aspect du téléphone pour après retrouver ses esprits, puis après commencer à dialoguer. Les guichets sont certes fermés, puisque là, on peut avoir de contact visuel, c'est trop compliqué. Par contre, tout ce qui a été mis en place, c'est de pouvoir contacter l'administration au travers des outils électroniques, et ça fonctionne plutôt bien, principalement avec les outils sur le site Internet. Alors voilà, cette planche montre par exemple les rentrées fiscales qui ne nous appartiennent pas forcément. C'est les flux. Et quand vous faites la synthèse uniquement sur même pas 3 semaines, moins de 3 semaines, entre les communes qui ont touché 170 millions, et puis la Confédération qui a touché 700 millions, ça montre, en quelque sorte, les flux qui se passent entre le canton, qui reçoit de l'argent qui ne lui appartient pas, qu'il faut redonner plus loin pour que cet argent puisse après aller plus loin, soit en racheter, soit dans d'autres domaines, donc ces flux qui circulent. Donc, au niveau des versements qui ont été effectués par la Direction générale de la fiscalité, c'est quasi 1 milliard sur le mois qui vient de s'écouler. Ensuite, quand tout se passait correctement, eh bien, le travail quotidien des impôts, et ça montre ici quelques repères, ça montre que l'année dernière, en 2019, on a eu 75 000 personnes qui ont demandé des plans de recouvrement, des gens qui se sont trouvés en situation fragile. Il y a à peu près 15% de contentieux. On perd très peu d'argent, parce qu'on est très magnanime, très ouvert. Les gens qui sont contentieux essaient de travailler avec le contribuable pour trouver des solutions avec ce dernier. Mais c'est clair qu'en situation ordinaire, 75 000 plans de recouvrement. Des modifications d'acompte, en détermination, modification, presque 150 000 mutations. Donc ça veut dire que les gens, sur à peu près 550 000 contribuables, ça vous montre l'ampleur des mutations. Et aujourd'hui, les modifications d'acompte iront à la baisse. Elles n'ont pas à la hausse. À ma connaissance, peu de gens vont plutôt avoir une augmentation de salaire ou des résultats qui vont faire qu'ils devront revisiter leurs acomptes à la hausse. Et ça, c'est des points qui sont importants. Puis aussi, rembourser le contribuable. Il y a passablement de gens qui ont eu des calculs d'acompte 2018
pour la période 19 trop élevés, qui disent écoutez, moi j'ai 2 000, 5 000, 10 000 francs qui sont bloqués, je souhaiterais pouvoir être remboursé, s'il vous plaît. Et pour ce faire, il faut être ouvert. Et c'est des sommes, quand vous avez un contribuable, c'est pas très grave. Quand vous avez tout d'un coup 10, 15, 20 000, ça fait des sommes qui sont importantes, qu'on peut redonner en définitive à l'économie. L'avancement de la taxation. Donc depuis qu'on a réouvert, on voit tout d'abord que pour la taxation 2020, c'est de la période fiscale 2019, c'est 4% déjà de fait. Quand la réouverture, maintenant, on est presque à 90% sur les dossiers traités pour l'année 2018, et puis qu'on est quasi à 100% en 2016 et 2017. C'est un point qui est important, je vais y arriver, mais juste avant, rappeler le nombre de contribuables qu'on a et de gens qui sont inquiets dans le terrain. On a 495 000 contribuables, personnes physiques, 45 000 entreprises à peu près, et puis après, là, vous avez le fromage que vous connaissez. 60% des rentrées de l'État, c'est les impôts qui se répartissent ensuite dans les principales missions qui garantissent la cohésion d'un territoire, comme la prévoyance sociale, l'enseignement, formation, santé. L'économie publique, quand vous avez ça, vous avez quasi le 90% du budget. Le reste, après, c'est l'activité courante de l'État, donc les grandes missions de l'État sont synthétisées ici. Alors pourquoi vouloir traiter une déclaration d'impôt dans une période où on est plutôt en confinement, puis on se dit, tiens, ça sert à quoi? Tout d'abord, je l'ai dit, ça sert à rembourser les contribuables bénéficiant d'un solde dans leur faveur, alimenter le flux financier de l'État ou des communes, on a vu 1 milliard en l'espace d'à peine 3 semaines, répondre aux besoins des contribuables dans certaines situations, décès, naissance, séparation, divorce, nouveau bail à loyer, achat immobilier, départ, hors canton, hors Suisse, naturalisation. Et ça, c'est la vraie vie, c'est la vie de tous les jours. Et si on ne traite pas de ça, ça crée des tensions, mais qui sont monstrueuses. Quand un couple se sépare, la question fiscale est une source de conflit total si vous laissez des actifs. Et c'est pour ça qu'on doit continuer ce flux de traitement annuel d'environ 550 000 contribuables. C'est également, et ça c'est un point qui est important, c'est déterminer l'octroi des aides sociales cantonales sur le revenu déterminant, le RDU, je vais y venir dans le détail, et puis mettre à disposition les informations utiles à certains services d'État et aux communes, parce que les communes utilisent aussi ces différentes informations. Maintenant, à quoi sert une déclaration d'impôt taxée ? Alors je pense qu'elle va être encore bien plus utile dans cette période-là. Il faut savoir que si moi j'étais juste à la limite de pouvoir toucher une subvention à l'assurance maladie avec le nouveau concept RIE3 volet social, et puis que maintenant je suis au chômage, j'ai 20% de revenus en moins, donc il est clair qu'il est fort possible que je vais pouvoir bénéficier d'une aide individuelle à l'assurance maladie. Et une déclaration d'impôt permet de donner quoi? Subside aux primes d'assurance maladie. Aide individuelle au logement. Et quand on parle d'aide individuelle au logement, vous avez également son corollaire. De plus en plus de régies demandent un extrait de la déclaration d'impôt taxée pour pouvoir accéder à un logement. Donc vous n'êtes pas taxé, pas de logement. Avance sur pension alimentaire, les bourses, prêts d'études et d'apprentissage, prestations d'aide et de maintien à domicile, allocation en faveur des familles s'occupant de mineurs handicapés à domicile, les questions qui touchent à la maternité cantonale, contribution au coût d'accompagnement de mineurs, et j'en passe. Vous avez la liste ici qui est citée. Ça montre que la déclaration d'impôt aujourd'hui, et plus encore que hier avec les 10% de l'assurance maladie, est un outil de cohésion sociale. Alors l'impôt, certes, il est là pour avoir une redistribution et une garantie de cette cohésion. Par contre, l'outil, la taxation, elle est plus qu'utile. Et c'est pour ça qu'avec Mme Kellenberger et ses cadres, on a décidé de réouvrir pour qu'on puisse subvenir aussi aux demandes des différents contribuables au niveau de ce canton. Maintenant, les différentes mesures qui ont été prises ce jour par le Conseil d'État. Ici, vous avez un éclairage, une cartographie des 43 000 indépendants qui s'acquittent de l'AVS, mais pas de l'assurance chômage, puisqu'ils ne sont pas soumis à l'assurance chômage. Quand on regarde ces 43 000 personnes, vous avez 26 500, donc plus de 60%, qui ont un revenu net de l'activité qui n'est pas soumis à la fiscalité. Donc c'est pas là où ça pêche. Les gens qui sont dans la détresse aujourd'hui, c'est pas un problème fiscal. Parce que ceux qui ont des revenus de 100 000 et plus fiscales, ils paient leurs impôts, c'est principalement des professions libérales, donc c'est pas là qu'il y a l'enjeu. Et puis on voit que plus de 60%, même 65% de gens ne payent pas un franc d'impôt. Et peu d'AVS. Par contre, ce qu'ils ont besoin, eux, pour être aidés, c'est d'avoir une taxation, de savoir à quelle sauce ils sont mangés, par exemple pour payer l'AVS ou pour avoir un retour d'AVS. Ou si par exemple ils ont trop payé, comment faire pour rembourser, sur quelle base? C'est pour ça qu'il faut qu'on taxe. Alors on est déjà à 5% aujourd'hui, le taxé depuis le 1er avril. L'objectif, c'est de monter en puissance ces prochains mois. Maintenant, les décisions que nous avons prises en matière d'application
normes. Alors, pour que les gens puissent s'organiser pour remplir leurs obligations fiscales, on comprend qu'il y a eu un moment de panique totale. Ça, c'est clair qu'il y a eu un moment très dur où les gens se sont posés beaucoup de questions, de savoir s'ils pouvaient toucher même des subventions à l'assurance maladie ou d'autres choses. Donc aujourd'hui, le délai de tolérance pour le dépôt de la déclaration d'impôt, il est confirmé au 30 juin. Je rappelle que le délai officiel, c'est le 15 mars, et donc il est fixé au 30 juin pour le dépôt des déclarations d'impôt. Ensuite, la question du délai de tolérance au 30 avril 2020, donc il y a eu un renvoi à plus tard, c'est ceux qui sont en traitement pour la déclaration antérieure. C'est le 2018, on n'est pas sur du taxé 2019 et suivant. Nouveauté exceptionnelle qu'on a mis en place. Dès début juin, on va adresser, ce n'était pas prévu, un courrier aux contribuables qui n'ont ni fait de demande de délai, mais surtout pas encore déposé leur déclaration d'impôt, pour leur dire attention, n'oubliez pas de la déposer. C'est important parce que les automatismes vont faire qu'après vous rentrez dans un schéma qui peut vous poser quelques difficultés. Mi-mai au 30 juin, les contribuables peuvent demander gratuitement une prolongation du délai du dépôt des déclarations d'impôt 2019 jusqu'au 30 septembre 2020. Ça n'a jamais fait. Donc les gens qui souhaitent demander une prolongation, mais il faut qu'ils la demandent, elle est facile à faire, c'est la voie électronique. Ça permet donc aux gens de se dire, j'arrive pas pour différentes raisons, l'administration ou peut-être mon employeur m'a pas donné toutes les informations, je demande ce délai, on l'accordera sans difficulté, donc jusqu'au 30 septembre prochain. Après, c'est clair qu'après, les délais deviennent impératifs et on ne peut plus rentrer en matière, donc ça, nous avons écouté et on accepte d'aller dans cette voie. Donc jusqu'au 30 septembre, pour ceux qui font la demande, ils peuvent avoir un délai pour le dépôt de la déclaration d'impôt 2019. Impôt à la source. Dépôt légal pour demander une rectification des retenues d'impôt à la source fixée au 31 mars. Des possibilités de transmettre la déclaration simplifiée impôt source par voie électronique sans que le formulaire soit signé. Donc là aussi de la souplesse, parce que c'était demandé par certains milieux économiques pour qu'on puisse aller dans cette voie. Souplesse dans l'appréciation des demandes de restitution de délai en cas de dépôt tardif. Je rappelle que c'est un impôt qui est particulier puisqu'il est prélevé à la source par l'employeur et qu'il est dû. Et la Confédération ressortit encore une circulaire sur ce qui touche les APG, mais ce qui touche aussi d'autres profils d'impôts. Et c'est clair que ça doit être versé. Là, on sera attentif au niveau de la Direction générale des impôts pour traiter de ces différents aspects avec bienveillance. Les différentes formules qui donnent la possibilité aux gens, indépendamment de la déclaration d'impôt, c'est de pouvoir ajuster les acomptes. Ça, c'est en fonction de l'activité. Donc, aujourd'hui, c'est d'une simplicité enfantine. Ça prend quelques secondes quand vous allez sur le site. Ici, vous avez les références. Vous pouvez le faire aussi par téléphone, mais c'est plus rapide sur le site. Donc, les gens qui disent, moi, j'ai perdu 30% de mon chiffre d'affaires, qui était à peu près de, 200 000. Le bénéfice que je faisais là-dessus, c'est à peu près, 15%. Ça veut dire que son revenu fiscalisable et son revenu qui sera soumis à l'AVS, ce qu'on lui dit clairement, corrigez vos acomptes. Ça sert à rien de vous donner de l'argent si vous considérez que vous avez perdu cette baisse de revenus. Et donc ça permet tout de suite, simultanément, de faire la correction des acomptes en lien avec ce qu'on va gagner. Alors c'est plutôt pour l'indépendant, un peu pour le potentiel chômeur, et puis pour l'entreprise. C'est clair que celui qui est au travail, qui n'est pas en RHT ou autre, et puis qui sait qu'il a son emploi garanti, lui, il faut qu'il reste dans ce qui a été fixé. S'il souhaite modifier ses acomptes, il le peut aussi, mais c'est clair que c'est plutôt pour des gens qui sont dans une période de transition ou de difficulté. Il y avait un relevé de compte, ça avait été demandé il y a quelques années, qu'on puisse informer les gens sur leur retard personnel. Celui-ci était prévu toujours juste avant les vacances d'été. C'est vrai que cette année, est-ce qu'il y aura des vacances d'été? J'en sais rien. Par contre, on le déplacera au mois de septembre pour resensibiliser tout un chacun au problème des acomptes. Maintenant, sur la question des difficultés financières. Possibilité pour le contribuable de faire appel à un plan de recouvrement. Ça, c'est un rappel, mais c'est tout à fait possible. Hein, c'est même souhaité pour ceux qui, tout d'un coup, se disent « j'arrive pas à payer ». Vous avez vu le nombre qu'il y en avait l'année dernière, plus de 70 000. Donc le plan de recouvrement permet de lisser. Et là aussi, l'administration renoncera à facturer les intérêts de retard ou autres. L'objectif étant que les gens puissent être en conformité avec ce qu'ils doivent.
Donc de la souplesse, du pragmatisme. Là aussi, c'est une prestation qui est en ligne, elle est indiquée ici. En présence de circonstances particulières, c'est le dernier point pour les personnes physiques. Ça arrive, hein. On peut tous être dans une situation de fragilité. Remise d'impôts, total ou partiel, qui est examinée. Donc, c'est des demandes qui se font à l'administration. Ils appliquent la loi avec la Confédération au niveau de l'IFD et puis au niveau du canton. Donc, il y a des remises qui se font annuellement. Donc, les gens peuvent continuer à bénéficier de cette possibilité en adressant une demande à l'administration centrale. Les intérêts moratoires qui étaient demandés par les milieux économiques pour qu'on ramène ça à zéro. Donc, le Conseil d'État a décidé aujourd'hui de ramener les intérêts moratoires à zéro pour les personnes morales, à partir du 1er mars jusqu'au 31 décembre 2020. Pour les personnes morales, sociétés de capitaux, coopératives, fondations, associations, l'intérêt moratoire est donc passe de 3,5 à 0. Ça, c'est un thème qui était attendu. Dernier thème, la question de la pratique fiscale pour entreprises. On a pu lire que certains cantons, un canton en particulier, était parti sur des provisions générales Covid-19. Ça, c'est pas possible. Tout d'abord, les 25 plus 1 ministre des Finances ont décidé que ce n'était pas possible. En tout cas, ils ont des conseils, et ce n'est pas conseillé par les 26 ministres des Finances. L'AFC, la Conférence suisse des impôts, experts suisses également, les réviseurs financiers aussi, avoir une provision générale qui se constitue en 2020 pour 19, c'est compliqué. Par contre, donc on suivra toutes les recommandations qui ont été formulées par la CDF, par la CSI et par les différentes instances fédérales. Par contre, comme à l'accoutumée, l'ACI sera pragmatique et utilisera la marge de manœuvre disponible s'agissant des provisions spécifiques ou d'amortissement particulier comptabilisé dans les comptes 2019 en déduction du bénéfice imposable. C'est une pratique usuelle et courante. Elle est maintenue. Elle permet à quelqu'un qui souhaite faire de la planification fiscale de pouvoir le faire dans une période très troublée. Donc ça, c'est des choses qui se font cas par cas, dossier par dossier, mais une provision générale pour dire on verra, on met de l'argent de côté puis on verra ce qui se passe, ça, c'est pas conforme aux pratiques usuelles. Donc le Conseil d'État là aussi est rentré en matière sur ces pratiques, confirmer ces pratiques, à l'instar d'autres cantons suisses qui iront aussi dans cette démarche qui est usuelle et qui se pratique depuis de nombreuses années. La dernière planche, c'est une planche de synthèse sur les différents sites utiles pour entreprendre toute démarche en matière de fiscalité. Et je passe la parole maintenant à Madame Amarel. Merci beaucoup, Monsieur le Conseiller d'État. Donc, vous le savez, le secteur culturel s'est trouvé très fortement touché par la crise. Tout d'abord parce qu'il y a eu des décisions de limitation de fréquentation des manifestations, et puis ensuite, il y a eu celle des fermetures des lieux culturels en raison du risque sanitaire. En préambule, j'aimerais vous dire que, évidemment, la culture et le secteur culturel jouent un rôle primordial dans le lien social et constituent aussi un facteur de cohésion économique, régionale et éminemment sociale. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, le Conseil d'État a été préoccupé par l'impact important et sévère que la crise a provoqué sur l'ensemble du secteur culturel. Le Conseil d'État salue d'ailleurs toute l'énergie, la créativité, aussi la résilience et la capacité d'adaptation dont ont fait preuve les acteurs culturels vaudois face à l'adversité de cette crise, et sachant néanmoins que les pertes financières sont importantes, que les situations individuelles et aussi institutionnelles se sont précarisées au cours de ce dernier mois. La scène actuelle culturelle vit de la rencontre avec le public, vit aussi des recettes qui en découlent, et en ce moment les rentrées, vous le savez, sont nulles. Les liquidités diminuent et les salaires ainsi que les engagements financiers envers les mandataires sont mis en danger. Donc il nous fallait agir vite, de manière adéquate, pour garantir un avenir au tissu culturel vaudois qui est riche, qui est dynamique et dont nous sommes si fiers, un tissu culturel dense, diversifié, qui joue un rôle primordial, comme on l'a dit, comme on vient de le dire. Donc le Conseil d'État est très conscient de la situation grave dans laquelle se trouvent les acteurs culturels vaudois. Il veut leur venir en aide, et nous avons travaillé avec détermination pour trouver les solutions pragmatiques et applicables rapidement. Dès demain, c'est-à-dire dès le 9 avril, des demandes pour des soutiens d'urgence pourront être déposées en ligne auprès
du service des affaires culturelles. L'effort cantonal aujourd'hui s'estime à 39 millions pour la culture. Le Conseil d'État a débloqué 14,5 millions de francs via un arrêté d'urgence pour créer un fonds cantonal d'aide d'urgence et d'indemnisation qui répond ainsi à l'appel de la Confédération. Ces 14,5 millions additionnés aux versements fédéraux de 24,5 millions vont servir à octroyer des mesures d'aide d'urgence et d'indemnisation. Un total donc de près de 39 millions de francs vont donc permettre de venir en aide au secteur culturel vaudois. À noter aussi que le dispositif déployé est totalement inédit et que les processus politiques, juridiques, financiers et administratifs mis sur pied ont été entièrement créés en quelques jours, tant par la Confédération que par les cantons. Je vous rappelle quand même le contexte. La Confédération a annoncé le 20 mars dernier avoir promulgué l'ordonnance Covid dans le secteur de la culture. Il a libéré alors 280 millions de francs pour venir en aide au secteur culturel suisse. Et à part, si vous le voulez, les 25 millions confiés à l'association Suisse Culture Sociale pour octroyer aux indépendants des aides d'urgence non remboursables pour leurs besoins vitaux, et les 10 millions pour octroyer une indemnisation aux sociétés de musique et de théâtre amateur, eh bien, les cantons se sont vus remettre le reste, c'est-à-dire des sommes calculées selon une clé de répartition combinant pourcentage de population par rapport à la population suisse et dépenses en matière de culture pour mettre en application des deux mesures, aide d'urgence et indemnisation. Donc notre canton s'est vu remettre 10% des 245 millions, soit près de 24,5 millions, par la plus élevée avec Zurich, Genève et Berne. Le mécanisme cantonal est finalement assez simple. Le site internet du service des affaires culturelles sera prêt dès demain, 9 avril, pour recevoir en ligne des demandes qui concernent deux éléments, à savoir soit des prêts sans intérêt destinés aux entreprises culturelles à but non lucratif à hauteur maximale de 30% des revenus de l'entreprise culturelle, conformément au dernier compte annuel de l'entreprise culturelle. La Confédération finance entièrement cette mesure. Et puis la deuxième mesure, c'est l'indemnisation des annulations et des reports de manifestations et de projets destinés aux entreprises culturelles à but lucratif ou non, ainsi qu'aux acteurs culturels et qui compensent jusqu'à 80% des pertes financières subies. La Confédération a demandé au canton de financer avec elle cette mesure à part égale, donc c'est ce que nous faisons à l'heure actuelle. Les demandes devront être de prêts ou d'indemnisation devront être déposées si possible jusqu'au 30 avril et au plus tard jusqu'au 20 mai. Le statut inédit de l'entier du dispositif fait que le processus en cours est constamment affiné et amélioré. J'aimerais aussi vous indiquer qu'il faut relever que ces soutiens d'urgence sont subsidiaires, évidemment. Ils sont subsidiaires au train des mesures générales pour diminuer les conséquences économiques de la pandémie qui a été annoncée antérieurement. Et si vous me permettez de faire un petit résumé, premièrement, l'ensemble des entreprises culturelles doivent d'abord recourir au chômage partiel avec maintenant les indemnités, les fameuses indemnités pour RHT. Deuxièmement, si elles sont à but lucratif, elles peuvent solliciter un crédit transitoire auprès des banques. Si elles sont à but non lucratif, elles peuvent s'adresser au service des affaires culturelles pour une aide d'urgence sous forme de prêt sans intérêt. Et enfin, troisièmement, tout type d'entreprise culturelle peut s'adresser au service des affaires culturelles pour une indemnisation pour perte financière. Et quant aux acteurs culturels en tant que tels, ils doivent en premier lieu demander une indemnisation pour perte de gain auprès des caisses de compensation AVS du canton. Ils peuvent aussi s'adresser à l'association Suisse Culture Sociale pour une aide d'urgence afin de couvrir leurs frais d'entretien immédiat. Et puis s'adresser au service des affaires culturelles pour une indemnisation pour pertes financières subies. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Avant de conclure, j'aimerais juste évidemment rappeler les domaines concernés par l'ordonnance fédérale Covid sur le secteur de la culture qui concerne évidemment aussi le fonds
cantonale d'aide d'urgence et d'indemnisation. Ça concerne les arts de la scène, le design, le cinéma, les arts visuels, la littérature, la musique, les musées. Et en conclusion, j'aimerais juste vous indiquer que, évidemment, le Conseil d'État se réjouit beaucoup et particulièrement de pouvoir apporter ainsi un soutien pour maintenir la diversité et toute la richesse du tissu culturel vaudois. Voilà, Monsieur le Conseiller d'État. Merci, mes chers collègues, mesdames et messieurs. Le Conseil d'État ce matin a également pris une décision importante pour le soutien aux start-up et aux scale-up. Ces entreprises qui constituent donc l'innovation de notre canton et qui constitueront les emplois, une bonne partie des emplois de demain. Vous le savez, les mesures prises par le Conseil d'État dans le domaine économique sont subsidiaires à celles de la Confédération. Nous avons donc disséqué l'ensemble des mesures proposées par le Conseil fédéral et nous avons regardé dans ces différentes mesures quels étaient les trous dans le filet, si vous me passez cette expression. Et l'un des trous les plus significatifs, ça a été d'ailleurs relevé par toute une série d'acteurs économiques, il y a même un article dans Le Temps d'aujourd'hui pour prendre un exemple, c'est que les aides décidées par le Conseil fédéral en matière de lignes de crédit bancaire, les fameux 40 milliards annoncés par le Conseil fédéral, sont calculés sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et vous le savez comme moi, les start-up et les scale-up n'ont pas de chiffre d'affaires au moment où elles commencent à déployer leurs activités. Elles sont financées non pas par leurs clients, mais elles sont financées par les tours de table de financement, par les investisseurs, par les fonds de capital risque. Et inutile de vous dire que dans la période que nous traversons, il n'y a plus de tour de table, il n'y a donc plus de financement des start-up et des scale-up, alors que nous sommes l'un des cantons avec Zurich qui connaît le plus de développement de l'innovation au travers de ce type d'entreprise. Le Conseil d'État a donc décidé ce matin de boucher une partie de ce trou dans le filet mis en place par le Conseil fédéral. Je reviendrai tout à l'heure avec quelques chiffres sur les RHT et sur les lignes de crédit bancaire, les fameux 40 milliards. Mais je vais en 3 minutes vous expliquer le système pour les startups. Donc le Conseil d'État a décidé d'allouer 20 millions sur les montants annoncés il y a quelques jours par le Conseil fédéral, l'enveloppe des 100 millions de cautionnement et de prêts, rappelé hier par M. Broulis lors de la présentation du bouclement des comptes 2019. Nous avions donc attribué 100 millions d'argent cantonal aux questions de prêts et de cautionnement. Une première tranche de ces 100 millions, soit 20, seront alloués aux scale-up et aux start-up pour leur permettre d'obtenir des lignes de crédit et de compenser l'absence de financement extérieur dans cette période de Covid-19. Nous nous inspirons du système fédéral et nous recourrons à l'outil qui aujourd'hui déjà existe dans notre canton, qui a démontré ses compétences, qui est la Fondation pour l'innovation technologique. Nous avions créé, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, cette FIT, qui est l'un des acteurs de la promotion économique, notamment dans les startups, qui connaît ce monde-là et qui connaît l'évaluation des risques. C'est ce que nous avons décidé comme outil. Donc il y aura un versement de capital à la FIT de 20 millions et la FIT octroiera des prêts aux startups et aux scale-up. Ça touche environ 4000 emplois dans notre canton, c'est vraiment pas rien. Et encore une fois, c'est des entreprises qui connaissent une forte croissance de l'emploi interne et donc qui donnent des perspectives à notre population. Les différents éléments techniques seront arrêtés par le Conseil d'État, les différentes conditions seront finalisées par le Conseil d'État peut-être la semaine prochaine, mais assurément durant le mois d'avril, pour que l'outil soit opérationnel à la fin du mois d'avril. Je tiens à préciser 2 choses, que les choses soient parfaitement claires. Un, c'est un régime qui est subsidiaire au régime fédéral. Pour l'instant, pour les startups, il n'y a rien sur le plan fédéral. Peut-être que le Conseil fédéral modifiera sa stratégie. C'est clair que si le Conseil fédéral modifie sa stratégie, eh bien, nous adapterons le dispositif
vaudois. Mais je dois vous le dire, et nous avions une séance avec les associations économiques ce matin, M. Broulis et moi, nous sommes saisis de l'interne de l'administration et de l'externe des acteurs sociaux du fait qu'un certain nombre de start-up licencient aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas pu mener à terme les plans de financement. Et je me permets de rappeler que les start-up ne peuvent pas mettre leurs collaboratrices ou collaborateurs en RHT parce qu'elles ne manquent pas d'activité. Les RHT compensent une baisse d'activité. Elles ont l'activité, mais elles n'ont pas les rentrées qui résultent des tours de table. Et donc, les start-up ne sont pas éligibles au système fédéral et ne bénéficient pas des RHT compte tenu de leur spécificité. Elles ont toujours la même activité, mais elles n'ont pas les sources de financement et ce n'est pas l'activité qui, dans une start-up, amène le financement nécessaire. Un mandat sera confié à la FIT. Nous avons déjà esquissé les grands principes de ce mandat. Et puis le deuxième point, je tiens à être extrêmement précis, nous sommes conscients, le Conseil d'État est conscient, et il vous le dit droit dans les yeux, que c'est un secteur qui est plus risqué que les secteurs traditionnels de l'économie. Il y a donc des risques dans le cadre des lignes de crédit qui seront allouées par la FIT. Nous en sommes conscients, mais c'est indispensable. La prospérité de ce canton s'est faite sur l'innovation, notamment sur le dynamisme des start-up ou des scale-up. Il y a un risque dans ce secteur. Le Conseil d'État mettra toutes les mesures nécessaires pour juguler ce risque, mais il est conscient qu'il y a un risque dans ce domaine-là, compte tenu que l'innovation n'est pas une science exacte. Je sais qu'un certain nombre de gens, acteurs des médias ou politiques, nous diront au moment où ce risque se réalisera, qu'est-ce que vous avez fichu? Je suis conscient de tout cela, mais dans ce domaine-là, il ne peut pas y avoir d'innovation sans une prise de risque, et la mesure que nous mettons en place ici, qui est réclamée par les acteurs de l'innovation, qui sert aussi le développement des hautes écoles chez Madame Amarel, si je peux dire les choses comme ça, parce que l'université et les hautes écoles se nourrissent de l'innovation que l'on trouve également dans ces start-up, et les start-up sont souvent le fruit du dynamisme de nos hautes écoles. Eh bien, c'est indispensable à maintenir notre système économique et le dynamisme de celui-ci. J'en viens maintenant très brièvement à deux éléments qui couvrent les autres acteurs de l'économie vaudoise. Je pense au RHT. Nous avons aujourd'hui traité un peu plus de 17 000 demandes d'entreprises. C'est pas 17 000 employés, c'est 17 000 entreprises qui ont déposé une demande de RHT, qui est aujourd'hui prise en compte par l'administration. Il en reste 250 à l'heure où je vous parle à traiter, qui sont arrivés évidemment aujourd'hui. Nous avons effectué près de 8000 préavis adressés à l'entreprise. C'est aujourd'hui à un rythme de 1000 par jour. C'est donc considérable. Nous avons donc renforcé, je le répète, le nombre de collaboratrices et collaborateurs du SDE qui traitent ces questions. Il y en a plus de 80 aujourd'hui qui travaillent pour le traitement de ces RHT, parce qu'au bout, il y a l'existence même de nombreuses familles qui doivent recevoir des RHT. Nous avons effectué plus de 1000 versements pour un montant de 14,2 millions par la seule caisse cantonale de chômage. C'est l'un des acteurs, la caisse cantonale est l'un des acteurs, UNIA en a un autre, UNO est un autre acteur, comme d'autres caisses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu que 14 millions de RHT versés dans le canton. Il y a eu 14 millions par la seule caisse cantonale, que les choses soient parfaitement claires. Ça, c'est pour les RHT. Le service de l'emploi doit faire face non seulement à ces demandes considérables de RHT, mais également à l'augmentation du taux de chômage, puisque celui-ci a cru d'1% depuis le début de la crise. Nous sommes à 4,8% dans le canton. Dernier point qui concerne les outils mis en place par le Conseil fédéral, comme la RHT élargie, les fameux 40 milliards que j'évoquais tout à l'heure. Alors, je vous parle, la seule banque cantonale vaudoise, avec qui nous sommes évidemment en étroit lien, a versé aujourd'hui à ce titre-là
471 millions de francs à des entreprises vaudoises qui ont demandé des lignes de liquidité. Ils doivent représenter à vue humaine à peu près une demande sur deux. Donc il est raisonnable d'estimer que les établissements bancaires pratiquants dans le canton de Vaud ont versé pour 1 milliard de lignes de liquidité aux entreprises vaudoises. Voilà, je n'ai terminé, Monsieur Broulis. Merci beaucoup. La parole est à l'Assemblée, puis après on passera aux questions reçues électroniquement. Je ne sais pas s'il y a des questions sur les 3 thèmes qui ont été évoqués, autant bien aux administratifs ici présents qu'au conseiller d'État. Monsieur Besson. Une question pour Madame Amarel. C'est 39 millions, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que ça représente sur l'ensemble, disons, de la masse que génère ou qui représente la culture? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir aider à peu près quel pourcentage des acteurs culturels avec ces 39 millions? Et la deuxième question, c'est à propos des festivals. Si j'ai bien lu un journal, enfin 24 heures ce matin, il y a une décision qui a été demandée ou qui est attendue de la part du Conseil d'État sur les festivals de l'été. Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus, s'il vous plaît? Alors, pour répondre à Monsieur Besson, pour la question enfin, c'était 2 festivals. Vous le savez, le canton de Vaud est un canton de festival et effectivement, on a été interpellé par le Paléo, le festival Paléo et le Montreux Jazz Festival. C'est vrai que les festivals sont, disons, prévus, ils sont éligibles à l'indemnisation a priori. Si ils annulent en fait avant le 20 mai leur manifestation, on peut indiquer qu'ils sont éligibles à l'indemnisation en tant que telle, de manière théorique. En tous les cas, vous le savez, ce fonds on va établir des critères de recevabilité et puis aussi des critères matériels. Mais en tous les cas, on peut d'ores et déjà dire que la question des festivals en tout cas, les festivals sont éligibles à l'indemnisation. Mais c'est vrai que comme cela a été évoqué par les responsables de ces deux grandes manifestations, on peut aussi indiquer que ces indemnisations sont a priori subsidiaires et qu'évidemment, dans le formulaire en fait, de l'Office fédéral de la culture, il est indiqué évidemment si ils peuvent faire appel à d'autres types de rétributions, comme la question des assurances privées qui doivent évidemment elles aussi entrer en ligne de compte pour le cas où ces manifestations sont notamment interdites. Donc évidemment, donc à cela je vous réponds oui. En principe, les festivals sont éligibles à l'indemnisation, mais toujours avec ce principe de subsidiarité qui devra être analysé dans le traitement des demandes qui doivent tomber en principe entre le 30 avril et le 20 mai. Maintenant, sur la suite, vous le savez, on l'a dit, c'est un dispositif totalement inédit. Et c'est vrai qu'on en saura plus du moment où on aura une vision d'ensemble des demandes en fait qui vont nous arriver, puisque c'est demain on ouvre vraiment la hotline du service des affaires culturelles et puis on pourra voir avec cette ouverture combien en fait de demandes vont arriver pour l'indemnisation et pour les aides d'urgence. Ce que je peux vous dire en l'état, c'est que pour l'instant, le service des affaires culturelles reçoit à peu près 15 demandes par jour pour ce type de demande d'information et d'indemnisation. Donc évidemment, c'est un nombre non négligeable d'acteurs culturels qui pourraient entrer en ligne de compte pour ces questions d'indemnisation. On verra au fur et à mesure des jours comment les demandes vont évoluer. Merci. D'autres questions de l'Assemblée? Ce n'est pas le cas. On va passer aux questions écrites. Oui, il y avait 2 questions concernant les manifestations, en particulier pour le Paléo et le Montreux Jazz, mais Madame la conseillère Amarel a déjà répondu. Une question concernant les RHT. Comme dans d'autres hôpitaux, certains secteurs du CHUV tournent au ralenti. Est-ce qu'une demande de chômage partiel est envisageable pour ces hôpitaux? De quelle ampleur et pour quel secteur? C'est vrai, Madame Ruiz nous a confirmé ce matin qu'il y avait ce paradoxe, si on peut dire les choses comme ça, que
certains services du CHUV sont très sollicités et d'autres le sont beaucoup moins. Nous avons saisi par écrit, le Conseil d'État a écrit au Conseil fédéral une lettre en fin de semaine dernière, si je me souviens bien, avec toute une série de questions, et notamment le champ d'application des RHT. Pour le secteur parapublic notamment, ça touche la question des hôpitaux, ça touche la question des crèches, ça touche la question de l'Office du tourisme vaudois, pour prendre un exemple, ou des transports publics, ça a été évoqué. J'en ai parlé directement avec M. Parmela vendredi soir dernier. Il m'a indiqué qu'il devait régler cette question avec le SECO, qui est l'autorité compétente, et qu'il ne pouvait pas répondre d'emblée comme cela. Donc nous attendons formellement du Conseil fédéral une réponse. Vous imaginez bien qu'il s'agit là de montants considérables, et donc on doit être sûr que le SECO valide les pratiques en la matière avant de verser quoi que ce soit au titre des RHT, parce que il y a une pratique générale au SECO, c'est que lorsqu'un canton verse indûment une somme, il doit l'assumer directement. Merci, M. Lebas. Y a-t-il d'autres questions? Il y a encore une question qu'on a reçue en ligne, c'est la dernière en l'état, sur les aspects sanitaires, en particulier concernant les EMS. Combien y a-t-il à ce jour de décès en EMS? Des critiques ont été émises par des médecins et par la Fédération des EMS concernant l'arrivée de nouveaux résidents en EMS. Ils auraient souhaité que le nouvel arrivant passe par une période de quarantaine dans un autre endroit, hôtel par exemple, mais le canton aurait refusé. Qu'en est-il? Les EMS disent lieu de vie, pas de soins. Sont-ils préparés à faire face? Certains déploreraient une dizaine de décès, voire plus. Merci. Monsieur médecin cantonal. Merci. Mesdames et messieurs les conseillers et conseillères d'État, mesdames et messieurs, alors concernant la question des décès en EMS, c'est vrai que c'est une question qui est souvent posée ces derniers temps. On déplore actuellement 116 décès dans nos établissements médico-sociaux. Il y a une répartition entre certains EMS qui sont très peu touchés, d'autres EMS qui sont un peu plus touchés. Dans ce contexte, Madame la conseillère d'État Ruiz, a reçu lundi les fêtières des EMS et d'autres partenaires en lien avec les EMS qui lui ont fait part d'un certain nombre d'inquiétudes. Madame Ruiz a entendu les inquiétudes finalement de tous ses partenaires. Ces inquiétudes ont été traduites assez rapidement par des mesures qui ont été prises immédiatement. D'autres mesures étaient déjà en route, étaient déjà prises. Et puis surtout l'élaboration d'une directive qui devrait aider à réguler l'admission en EMS, la prise en charge. Parce qu'il est vrai que les fêtières ou une des fêtières avait des questions concernant le fait qu'on pouvait faire entrer dans un EMS qui n'était pas touché par la maladie des personnes qui potentiellement pouvaient amener la maladie à l'intérieur. Donc dans ce contexte, il a été décidé avec les fêtières que il serait plus facile finalement de réguler ça avec un certain nombre de mesures, des mesures d'hygiène principalement, et puis des mesures organisationnelles au sein des EMS qui permettraient d'améliorer ce type de problème. Une communication du département est prévue pour demain concernant toute cette problématique. Merci. Je crois qu'on a fait le tour des questions par écrit. On arrive maintenant à la conclusion. Merci de votre intérêt pour transmettre plus loin ces différentes informations du Conseil d'État. Hier, nous avons présenté des comptes, ça a été aussi relevé par M. Lebas. Ça nous permet, en fait, non pas de voir venir, mais de pouvoir pallier par subsidiarité à différentes politiques fédérales, et puis de compléter le dispositif, le filet sur le territoire vaudois qui est vaste. Donc on voit qu'hier, on nous posait la question de savoir quel domaine serait concerné. Aujourd'hui, vous avez un domaine, c'est l'économie, l'autre, c'est la culture. Demain, on verra lequel. Il y a la santé, il y a le social, il y a toutes les... Et puis aussi, à terme, aussi les rentrées fiscales qui peuvent aussi en pâtir. Et puis, comme je l'ai relevé, tout le volet fiscal, la déclaration d'impôt est utile pour que les gens puissent aussi accéder à des aides qui sont en lien avec l'État. Les différentes personnes présentes ici sont aussi à votre disposition si vous avez des questions au niveau technique. Les chefs de service, Mesdames Mader et Kellenberger, M. Deria et M. Pont. Là, le point de presse est levé. Merci de votre intérêt.